La politique de la concurrence. Pourquoi mener une politique de la concurrence? L'objectif des entreprises est d'augmenter leurs profits, c'est-à-dire leur surplus. Pour cela, elles veulent augmenter leur pouvoir de marché. Simplement, cela va diminuer le surplus des consommateurs, et donc diminuer le surplus global ou collectif, c'est-à-dire le bien-être de la société. La politique de la concurrence est alors l'ensemble des normes juridiques destinées à permettre une concurrence effective, équitable. Celle-ci doit profiter aussi bien aux consommateurs qu'aux producteurs. Ainsi, l'objectif de la politique de la concurrence est de protéger ou de restaurer un processus concurrentiel. Il faut donc vérifier qu'une entreprise qui gagne des parts de marché le fait parce qu'elle est plus compétitive, soit parce qu'elle a des prix plus bas, soit car ses produits sont de meilleure qualité et innovants. Il va y avoir deux grands types de politique de la concurrence. D'abord, une politique préventive. Il faut éviter de renforcer une position dominante. Cela va être la régulation des opérations de concentration. Ensuite, une politique répressive et rétrospective. Ici, on va dévoiler les comportements jugés néfastes et les sanctionner. Cela va être la lutte contre les cartels et les abus de position dominante. Première forme de la politique de la concurrence, la régulation des opérations de concentration. On parle de concentration quand plusieurs entreprises s'allient. Soit une nouvelle firme est créée, on parle alors de fusion. Soit une entreprise en rachète une autre, on parle alors d'acquisition. Les deux opérations s'appellent alors les fusions-acquisitions. Première forme de concentration, la concentration horizontale. Dans ce cas, des entreprises ayant la même activité se regroupent. C'est par exemple Peugeot et Citroën qui donnent naissance à PSA. Pourquoi mener une concentration horizontale? Premier déterminant, la diminution du coût moyen. En effet, la concentration horizontale permet de réaliser des économies d'échelle grâce à un meilleur étalement des coûts fixes, la suppression des activités en double, mais aussi un pouvoir de négociation plus fort avec les fournisseurs. Deuxième grand déterminant de la concentration horizontale, la volonté d'augmenter la part de marché. S'il y a moins d'entreprises, le pouvoir de marché sera plus grand, et donc l'entreprise pourra jouer sur le prix de vente. Deuxième forme de concentration, la concentration verticale. Ici, des entreprises ayant des activités complémentaires le long d'une filière d'activité se réunissent. Par exemple, Citroën et Michelin. Pourquoi mener une concentration verticale? D'abord, pour avoir des approvisionnements et des débouchés assurés. Ensuite, pour réduire le coût moyen. En effet, la marge fournisseur va disparaître. Troisième forme de concentration, la concentration conglomérale. Dans ce cas, des entreprises ayant des activités sans relation forte et directe se réunissent. Par exemple, Bouygues, qui opère sur le secteur de la construction, de la télévision et de la téléphonie mobile. Pourquoi mener une concentration conglomérale? D'abord, cela permet de diversifier les risques, et donc de multiplier les sources de profit. Quelles sont les modalités de la régulation des opérations de concentration en Europe? En Europe, ce contrôle est réalisé avant l'opération. Ainsi, l'autorité de la concurrence réalise un bilan de cette opération. Elle compare alors les gains d'efficacité potentielle avec les risques de la création d'une position dominante. Ainsi, l'autorité de la concurrence va autoriser l'opération quand les gains d'efficacité potentielle vont être supérieurs au risque de création d'une position dominante. En revanche, elle interdit l'opération quand l'opération crée ou renforce une position dominante susceptible de déboucher sur des abus. Deuxième modalité de la politique de la concurrence, la lutte contre les abus de position dominante. Il faut d'abord distinguer position dominante et abus de position dominante. Une entreprise en position dominante peut agir sans se soucier des autres entreprises et des clients. La position dominante n'est pas interdite en Europe si elle provient soit
de produits innovants ou de meilleure qualité, soit de produits moins chers. En revanche, l'abus de position dominante est interdit. Il consiste à éliminer ou empêcher l'entrée d'un nouveau concurrent. Plusieurs moyens sont alors utilisés. D'abord, une politique de prix prédateur. L'entreprise met en place un prix plus bas que le coût moyen. Deuxièmement, elle peut utiliser les ventes liées, c'est-à-dire l'acheteur est obligé d'acheter simultanément plusieurs biens. Enfin, les remises. Comment mesurer l'abus de position dominante? En Europe, il n'y a pas de mesure précise de l'abus de position dominante. Pour chaque cas, il va falloir analyser la situation de l'entreprise sur le marché. Et donc, on va introduire la notion de marché pertinent, c'est-à-dire le marché où s'exerce réellement la concurrence. Pour cela, deux indicateurs vont être utilisés. D'abord au niveau des biens. On va vérifier qu'il n'y a pas de produits substituables. Enfin, au niveau géographique. Y a-t-il des entreprises sur la zone qui peut répondre à la demande? Les moyens pour lutter contre l'abus de position dominante sont avant tout des sanctions financières. Le montant maximum de la sanction sera de 10% du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxe. Troisième volet de la politique de la concurrence, la lutte contre les ententes illicites, qui est une politique répressive et rétrospective. Une entente illicite ou un cartel est une entente formelle entre quelques entreprises. Celles-ci vont s'entendre sur les prix, ou bien vont partager les marchés ou les zones géographiques, ou bien vont s'entendre sur des quotas de production. Ces ententes sont préjudiciables. En effet, le cartel est une pratique anticoncurrentielle qui va augmenter le bénéfice des membres du cartel au détriment des concurrents, mais aussi va réduire le bien-être du consommateur. En effet, le cartel va entraîner une augmentation des prix. Et la qualité du produit ne va pas augmenter car les entreprises n'innovent pas. Les moyens pour lutter contre les ententes illicites ou cartels sont d'abord des amendes. Or, les entreprises peuvent préférer payer des amendes car elles sont inférieures aux bénéfices passés de l'entente. C'est pour cela que l'on considère qu'il faut augmenter les amendes, voire, comme aux États-Unis, passer à des peines de prison. En Europe, a été mis en place le programme de clémence. Une entreprise impliquée dans une entente, si elle dénonce et apporte la preuve de cette entente, aura alors l'immunité, elle n'aura pas de sanction. L'intérêt est que l'enquête est plus rapide, les preuves doivent être apportées par l'entreprise. Ensuite, le cartel dure moins longtemps, puisque chaque entreprise va être la première à dénoncer le cartel, c'est le dilemme du prisonnier.